Bonjour. Lors des dernières séquences, j'avais introduit le cercle trigonométrique, l'angle trigonométrique, et j'avais parlé à l'époque de briques fondamentales pour la suite. Aujourd'hui, je vais utiliser ces briques fondamentales pour introduire deux fonctions trigonométriques, à savoir le sinus et le cosinus. Mais commençons par rappeler ce qui se passe sur le cercle trigonométrique. Nous avons défini une application. On l'avait appelée P. Elle prend un angle alpha réel et elle nous rend un point P alpha sur le cercle unitaire dans un référentiel XY usuel. Comment est-ce que nous avions obtenu le point P de alpha? Alors, je vous rappelle, on prenait la valeur absolue d'alpha qu'on déroulait depuis le point 1, 0 le long du cercle. On déroulait dans le sens positif si alpha était positif, c'est le cas dans cette figure, et on déroulait dans l'autre sens si alpha était négatif. On obtenait de cette façon un point P de alpha. Nous avions déjà parlé également du fait que ce point P de alpha possède des coordonnées x et y. Nous les avions dénommées x alpha et y alpha. Regardons un peu le comportement de ces coordonnées lorsque nous faisons varier alpha. Alors, dans bien des applications, ces grandeurs x alpha, y alpha jouent un rôle important et c'est pourquoi nous introduisons la notation. Donc, pour la coordonnée y, l'ordonnée du point P alpha, nous allons l'appeler sinus alpha. Quant à l'abscisse, la coordonnée x de P, nous allons l'appeler cosinus. Cela nous conduit à la définition suivante. Nous allons parler d'une fonction sinus, et nous l'abrégeons SIN, sinus. C'est une fonction qui prend un nombre réel et qui nous rend un nombre réel. Elle prend le nombre réel alpha et nous rend un nombre réel sinus alpha qui est défini de la façon suivante. Nous allons dire que le sinus de alpha est l'ordonnée y alpha du point P alpha. Donc, pour l'angle alpha dans cette figure, le point P alpha et sinus alpha, c'est cette grandeur. C'est donc une longueur munie d'un signe comme tout point sur l'axe des Y. Nous allons parler de la fonction cosinus, on l'abrège par COS, cosinus, une fonction qui prend un nombre réel alpha et qui nous rend un nombre réel cosinus alpha. Comment est-ce que ce nombre rendu cosinus alpha est défini? Alors, nous allons prendre pour cosinus alpha l'abscisse x alpha du point P alpha. Donc, ici l'angle alpha, le point P alpha et c'est le cosinus. Le cosinus alpha est une longueur munie d'un signe comme tout point sur l'axe des x. Remarquons que pour l'apprenant, cela peut être un peu décevant de voir ces définitions d'une fonction sinus et cosinus où les lois ne sont pas données par une formule de calcul, mais qui sont données par une propriété. Nous verrons par la suite que cela est la force des fonctions trigonométriques. C'est aussi un point qui rend l'étude et l'utilisation de ces fonctions plus difficiles qu'usuellement avec des polynômes ou des fonctions rationnelles bien connues. Regardons comment varie le sinus de alpha. Donc le sinus d'alpha, c'est l'ordonnée du point P alpha. Comment le sinus de alpha varie lorsque alpha prend quelques valeurs différentes. Alors, regardons ici la figure à gauche. Pour alpha, nous avons pris un angle négatif. Il est situé entre 0 et moins pi demi. Il s'avère que le sinus alpha sera dans ce cas-là négatif. Si je prends un angle alpha, ici, situé dans la figure du milieu, donc situé entre 0 et pi demi, là, le sinus de alpha prendra une valeur positive. Si je prends ici un angle, où je fais un tour complet, et un peu plus qu'un quart de tour, je me retrouve dans une position où le sinus de alpha est également positif. Regardons quelques exemples de valeurs prises par la fonction cosinus. Donc le cosinus, c'est l'abscisse du point P alpha. J'ai repris les trois mêmes angles que précédemment pour le sinus. Donc un angle alpha légèrement négatif, le cosinus est positif ici. Un angle légèrement positif, le cosinus reste positif.
ici un tour complet, plus un peu plus qu'un quart de tour, le cosinus devient négatif dans ce cas-là. Nous pouvons à présent formuler immédiatement une propriété qui relie les fonctions sinus et cosinus par le fait que le point P alpha est situé sur un cercle de rayon 1. Si l'on utilise le théorème de Pythagore, on obtient immédiatement la relation que le cosinus carré plus le sinus carré redonne 1. C'est ce que j'écris ici, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Je me permets quand même de relever la façon dont on écrit cosinus alpha élevé au carré. On peut évidemment écrire cosinus alpha, mettre ce terme en parenthèse et l'élever à la puissance 2. Comme ce sont des expressions qui apparaissent souvent, on a décidé de mettre la puissance derrière le cos. Donc cette expression signifie qu'on prend cosinus alpha et on élève ce cosinus alpha au carré. La même remarque s'applique évidemment ici pour le sinus. Autre remarque, il est vrai que cosinus et sinus peuvent prendre des valeurs négatives, mais cela ne change rien dans la relation de Pythagore. Bon, nous connaissons la définition du sinus, du cosinus aussi. Que peut-on dire de ces fonctions? Alors nous allons nous intéresser un peu au graphe de ces fonctions. Et on commence par la fonction sinus. Pour obtenir le graphe, on va procéder de la façon suivante. Sur le cercle trigonométrique, on va positionner le point P alpha pour différentes valeurs de alpha. Et nous allons observer, pour le sinus, quelle est l'ordonnée de ce point P alpha. La longueur de l'arc alpha, on le relève ici, le long de l'axe des alphas, et l'ordonnée du point P, nous allons la relever sur l'axe des Y. C'est ce qui justifie ici le choix des noms pour ce système d'axe alpha Y. Alors voilà, là nous sommes dans une situation, on voit très bien cet arc alpha, qui est repris ici en même longueur, alpha positif, je vais dans le sens positif de l'axe des alphas, et pour relever l'ordonnée du point P alpha, alors elle est ici en bleu, je prends simplement cette longueur et je la place au-dessus de la valeur alpha correspondante. Alors je continue à procéder de la sorte en faisant varier alpha. Alpha va devenir de plus en plus grand. Et nous observons alors que le sinus de alpha se comporte de la façon suivante. Il grandit, puis il rediminue, il atteint un minimum, et là, on a fait un tour complet. Notons bien que si vous continuez à faire croître l'angle alpha, ce même jeu va se répéter, c'est-à-dire que cette allure de courbe va se répéter sur la droite, mais aussi sur la gauche, indéfiniment. Retenons quand même quelques propriétés de ce graphe de la fonction sinus, des propriétés qui découlent immédiatement de l'observation que l'on peut faire sur le cercle trigonométrique. Première observation. Alors, le sinus, il s'annule si alpha est nul. Regardez la situation dans le cercle trigonométrique. L'angle alpha nul, ça signifie que le point P alpha est à l'endroit 1, 0, et effectivement, l'ordonnée vaut 0. Alors, on a cela ici pour alpha égale à 0. La fonction sinus vaut 0. Mais elle vaut 0 également après un demi-tour. Donc, pour pi, je retrouve cette valeur 0. Je retrouve aussi après un tour complet de pi. Et cela continue de la sorte. Donc, en fait, le sinus s'annule toujours lorsque alpha vaut 0 modulo pi. Donc, aux endroits 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, mais aussi moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. Le sinus atteint une valeur maximale lorsque le point P de alpha est positionné sur le cercle trigonométrique tout en haut. Alors, cela arrive la première fois lorsque l'angle vaut pi demi. Donc le sinus va être maximal là. Et la valeur maximale va être le rayon du cercle unitaire, c'est 1. Mais ce maximum est repris après un tour complet. Donc le sinus est maximal, il prend la valeur de 1 pour alpha égale à pi demi. Mais attention, modulo 2pi, pas modulo pi, modulo 2pi. Il faut rajouter des tours complets pour retourner à cette valeur maximale. Le minimum, quant à lui, il est pris
tout en bas sur le cercle trigonométrique. Et il correspond à un 3/4 de tour, c'est-à-dire il correspond à la situation d'un angle alpha 3π². Et on retrouve cette valeur minimale de moins 1 à l'endroit 3π² modulo 2π. On peut aussi dire que c'est à l'endroit moins π², c'est peut-être plus facile à retenir, moins π² modulo 2π. Voici encore une autre observation faite sur ce graphe du sinus que nous avons obtenu. La fonction sinus est croissante entre moins π² et π². En effet, lorsque l'angle alpha parcourt l'intervalle moins π² jusqu'à π², le point sur le cercle trigonométrique tourne. Il tourne à droite depuis la position minimale en bas vers la position maximale en haut. Donc nous pouvons dire que le sinus est croissant pour alpha entre moins π² et π², et cela se répète de nouveau tous les 2π, donc c'est modulo 2π. Sur les autres tronçons, c'est-à-dire par exemple entre π² et 3π², la fonction sinus est décroissante. Entre π² et 3π², par exemple, lorsque l'angle croît depuis π² à 3π², le point correspondant sur le cercle trigonométrique se met à tourner dans le sens positif depuis la position supérieure sur le cercle trigonométrique jusqu'à ce qu'il atteigne, en passant du côté gauche, jusqu'à atteindre la position inférieure minimale. Ce phénomène se répète de nouveau toujours 2π plus tard. Donc nous pouvons dire que le sinus est décroissant pour alpha entre π² et 3π², modulo 2π. C'est-à-dire que ce phénomène se répète ici, en déplaçant le π² 3π² de 2π. Regardons à présent ce qui se passe avec l'autre fonction trigonométrique que nous avons introduite, c'est le cosinus. Nous allons procéder de façon tout à fait similaire, c'est-à-dire que nous allons nous placer dans un système d'axe alpha, ça c'est l'angle trigonométrique. À la verticale, je prends x parce que cette fois-ci, je vais observer la coordonnée x de ce point P de alpha. Alors ici, j'ai le cercle trigonométrique, j'ai le point P alpha qui va se mettre à tourner lorsque alpha varie. Voilà ce qui est arrivé. Donc ici, j'ai un angle alpha que je reporte ici. Et l'abscisse du point P alpha, ici en bleu, je vais devoir la rapporter vers la verticale. Alors j'utilise un miroir qui va miroiter cet axe horizontal, qui va le miroiter sur cette longueur. Et ça, c'est la valeur ici prise par le cosinus pour l'angle alpha correspondant. Et je continue de la sorte. Alors observons ce qui se passe. Alors, on observe ici un phénomène d'aller-retour qui ressemble peut-être quelque peu au sinus, mais qui a des propriétés quand même différentes. Regardons quelques-unes de ces propriétés. Là, nous avons le cosinus. Alors, lui aussi se répète, c'est-à-dire que le tronçon entre 0 et 2π que nous venons d'observer se répète après entre 2π et 4π, etc. Il se répète aussi du côté négatif, tous les 2π. Première observation, le cosinus va s'annuler. Donc le cosinus, c'est l'abscisse, la coordonnée x du point P alpha. Alors, si alpha est nul, cette abscisse n'est pas nulle. Elle vaut 1. Il faut commencer à faire croître l'angle alpha sur le cercle trigonométrique jusqu'à ce que le point atteigne le point supérieur, tout en haut, c'est-à-dire lorsque l'angle vaut π², et pour π², ce cosinus va s'annuler. Il va également s'annuler un demi-tour plus tard, donc à 3π², 5π², 7π², etc. Donc nous pouvons dire que le cosinus est nul pour alpha égale à π², modulo π, modulo des demi-tours complets. Le cosinus, il atteint sa valeur maximale, qui correspond au rayon du cercle trigonométrique, sa valeur maximale 1, lorsqu'alpha est nul. Et il va réatteindre cette valeur 2π plus tard, ou 4π plus tard. Donc nous allons obtenir une valeur maximale de 1 pour le cosinus, si alpha vaut 0, modulo des tours complets, donc modulo 2π. Quant à la valeur minimale, moins 1, elle est atteinte lorsque alpha partant de 0 fait, ou complète plutôt, un demi-tour. Donc lorsque alpha devient π, l'ordonnée du point P
correspondant atteint sa valeur minimale moins 1. Et ce phénomène se répète après rajout d'un tour complet. Donc j'observe cela à pi, à 3pi, à 5pi, mais aussi en enlevant. Donc à moins pi, moins 3pi, etc. Regardez encore la croissance ou la décroissance du cosinus. Alors, je prétends que le cosinus est croissant lorsque alpha varie entre pi et 2pi. C'est le tronçon ici. Alors sur le cercle trigonométrique, si vous prenez l'angle alpha égale à pi et vous le faites grandir depuis pi jusqu'à 2pi, le point correspondant sur le cercle trigonométrique bouge. Il bouge sur la partie inférieure du cercle trigonométrique et le cosinus, qui est l'abscisse du point P alpha, va, depuis une valeur de moins 1, devenir de plus en plus grande, et à 2pi, au tour complété, le cosinus va prendre sa valeur maximale de 1. On retrouve ce phénomène un tour plus tard, c'est-à-dire que nous avons une croissance entre pi et 2pi, modulo 2pi. Donc nous avons une croissance ici entre pi et 2pi, et si nous déplaçons cet intervalle de 2pi, on se retrouve ici, à 3pi, 4pi, et on retrouve cette même croissance. On peut également déplacer cet intervalle de croissance de 2pi vers la gauche. La fonction cosinus est décroissante lorsque alpha varie entre 0 et pi. Là, je vous invite à faire vous-même la réflexion sur le cercle trigonométrique où vous faites bouger l'angle alpha entre 0 et pi et où vous suivez l'ordonnée du point correspondant. Alors, résumons. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui dans cette séquence? Alors, nous avons donné une définition pour les fonctions sinus et cosinus. Une définition, encore une fois, surprenante, puisque nous ne donnons pas une expression algébrique que l'on peut calculer, mais nous définissons ces fonctions par une signification sur le cercle trigonométrique. Nous avons appris à connaître les graphes de ces fonctions. J'aimerais insister sur le fait que vous devez absolument pouvoir esquisser un sinus et un cosinus avec les points remarquables, donc où ces grandeurs s'annulent, où elles prennent les grandeurs maximales, minimales, où ces grandeurs croissent et décroissent. Nous avons donné quelques valeurs remarquables, c'est-à-dire les valeurs où ces fonctions trigonométriques prennent les valeurs nulles, 1 et moins 1. Qu'est-ce qui nous attend la prochaine fois? Alors, la prochaine fois, nous allons analyser ces fonctions sinus et cosinus quelque peu de façon plus précise. Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la périodicité. Nous l'avons déjà un peu vu, hein. Les graphes ont un caractère de répétition. On va s'intéresser à la parité. On va s'intéresser à ce qui se passe lorsque l'on utilise des angles complémentaires et supplémentaires pour le sinus et le cosinus. Voilà, ça y est, je vous remercie.